Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres de ce mercredi 14 janvier. La sécheresse se fait déjà sentir en Martinique. En cette période de pré-carême, l'eau pourrait venir à manquer dans certains foyers. Odyssey a déjà déclenché son plan sécheresse pour préserver la ressource. Dans ce journal aussi, sécurité routière et une année noire en Martinique. 39 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2025. Un bilan inédit depuis près de 20 ans. Face à l'urgence, les autorités annoncent un renforcement des mesures. Polémique autour de la Grande Parade du Nord. L'annonce de son annulation par le groupe Baril Band fait débat au Lorrain. La municipalité affirme de son côté que la fête aura bien lieu cette année. En cette période de pré-carême, les premiers effets de la sécheresse se font déjà ressentir sur le territoire. Dans certaines communes, l'eau pourrait manquer au robinet. Face à la situation, Odyssey a activé son plan sécheresse et mobilise l'ensemble de ses moyens pour préserver la ressource et assurer la continuité du service. Un reportage de Dorian Cayuela. Dans un contexte de tension sur la ressource, Odyssey déploie son plan sécheresse et mobilise tous les moyens pour garantir l'accès à l'eau en Martinique. Aujourd'hui, nous avons eu des manques d'eau sur une partie de Chelcher. Ces manques d'eau sont dus à la baisse de la ressource. Nous avons constaté donc depuis le début de l'année une baisse de la ressource progressive. Nous avons atteint un pic de la ressource avec moins 200 mètres cubeurs sur la station de Didier cette semaine, qui a expliqué les manques d'eau. Odyssey a donc mis en place sa cellule de crise sécheresse. Elle a aussi mis en œuvre des transferts de la station de Durand vers la station de Didier. Depuis 6 ans, le fournisseur observe une évolution marquée de la situation hydrique en Martinique. Les périodes de sécheresse sont plus précoces, plus fréquentes et plus intenses, conséquence directe du réchauffement climatique. Cette nouvelle réalité bouleverse les cycles habituels et impose une adaptation constante à des stratégies de gestion de l'eau afin de garantir l'accès à cette ressource essentielle pour la population. On constate donc depuis quasiment 5-6 ans qu'on a des sécheresses beaucoup plus longues, beaucoup plus impactantes et beaucoup plus rapides aussi dans des impacts forts. Là, nous sommes très tôt dans la période. Odyssey s'est préparé avec la mise en œuvre de forages, différents travaux de postes de réseau, différents travaux de postes d'éléments hydrauliques permettant des gestions à distance et donc de rétablir les choses beaucoup plus rapidement. Donc, Odyssey aujourd'hui est prêt à voir venir la sécheresse 2026. C'est un peu tôt, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes tributaires donc, des conditions météorologiques et des conditions sur le réseau. La situation est censée revenir à la normale d'ici la fin de journée. En attendant, chaque goutte d'eau compte. 39 morts sur les routes en 2025. Sur notre territoire, la sécurité routière tire la sonnette d'alarme. Une année noire, la plus meurtrière depuis près de 20 ans. Les autorités entendent accentuer les mesures pour endiguer le fléau. Le point avec Sandrine Claude. 39 morts sur nos routes en 2025. En Martinique, le bilan provisoire de la sécurité routière est particulièrement lourd. C'est l'année la plus meurtrière depuis 2007, malgré un nombre d'accidents en légère baisse. Au total, 543 accidents ont été recensés, faisant 758 blessés, dont 243 hospitalisés. Si les collisions sont moins nombreuses qu'en 2024, elles sont en revanche plus graves et plus violentes. Les deux roues motorisées restent les plus touchés, ils représentent près de la moitié des victimes. Viennent ensuite les automobilistes et les piétons. Dans de nombreux cas, les équipements de sécurité faisaient défaut. Casque ou ceinture n'étaient pas portés. La vitesse est-elle présente dans un accident mortel sur 2? L'alcool est impliqué, lui, dans plus d'1 sur 2 et la consommation de stupéfiants dans près d'un accident mortel sur 2. Des drames qui surviennent majoritairement la nuit et hors agglomération. Face à cette situation, les forces de l'ordre ont renforcé leur présence sur le terrain. Plus de 300 véhicules ont récemment été contrôlés, avec de nombreuses infractions relevées, notamment pour usage de stupéfiants, défaut d'assurance ou excès de vitesse. Pour 2026, l'État annonce une vigilance accrue sur les routes de Martinique, avec un renforcement des contrôles et le redéploiement progressif des radars fixes. Un appel à la prudence est également lancé à l'approche des festivités du carnaval. 3 jours de procès à huis clos pour des faits d'une extrême gravité. La cour criminelle a condamné un homme de 58 ans à 15 ans de réclusion criminelle pour des actes de torture, de viol et de barbarie commis sur son épouse.
Des violences qui se sont inscrites dans la durée et qui ont profondément marqué la victime. Y aura-t-il la grande parade du Nord cette année au Lorrain? Depuis hier, une polémique enfle suite à l'annonce par Baril Band de son annulation. Le groupe à pied, qui a instauré depuis les années 90, assure qu'elle ne se tiendra pas. La municipalité affirme le contraire. Éclairage avec Sandrine Claude. Tout commence hier avec un message publié par le groupe de carnaval Baril Band. L'association à l'origine de la grande parade du Nord annonce l'annulation de l'événement prévu le 8 février au Lorrain. Quelques instants plus tard, la ville dément. Un grand rendez-vous aura bien lieu, mais sous un autre nom, la parade du Lorrain. De son côté, Baril Band évoque officiellement une restructuration au sein de son association. Celle-ci aurait empêché au groupe de prendre part à l'organisation de la parade du Nord. Une décision comme cela, on ne la prend pas à la légère. Donc, nous sommes un groupe qui est en pleine restructuration. Donc, nous avions préféré cette année de faire autrement en annulant le plus logiquement cette opération, parce que si nous sommes en restructuration, ça voudrait dire que nous ne pouvions peut-être pas assurer une telle opération. Tous les éléments n'étaient pas alignés. Donc nous avions effectivement choisi la solution qui nous revenait de droit. C'est-à-dire que nous sommes effectivement les organisateurs, même si on peut avoir des co-organisateurs avec nous, puisqu'il faut avoir les institutions, les partenaires. Mais cette fois-ci, c'est nous qui avons pris l'option, parce que c'est effectivement nous qui portons cette opération-là depuis 1990. Mais selon nos sources, en réalité, de nombreuses tensions entre lui et l'édilité auraient eu raison de cette collaboration. La parade du Nord ayant déjà été absente au Lorrain l'an dernier et organisée à Trinité en lieu et place, la municipalité a souhaité cette année faire revenir une grande parade dans la ville. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs de la ville du Lorrain en lien avec le carnaval, dont Baril Band. Et nous avons sollicité pour savoir si nous faisions la parade et tout. Monsieur Bigler, par contre, de Baril Band, ne s'est pas positionné en tous les cas, ni envoyé de courrier, ni rien du tout. Et le maire a tenu à faire une parade. Et ça sera donc la parade du Lorrain. Depuis quelques années, M. Brillet revendique la paternité de la parade du Nord. Donc c'est lui qui avait mis ce concept. Nous n'avons pas repris sa parade. Nous avons fait une parade au Lorrain. Deux parties dont les routes semblent aujourd'hui se séparer. Il y a tout de même une certitude. Le 8 février prochain, il y aura bien une parade au Lorrain. Reste à savoir si le public y verra la continuité d'un événement emblématique ou le début d'un nouveau chapitre. Aujourd'hui, la culture prend la parole et l'avenir se dessine. À Montgérald, Martinique Développement réunit les acteurs des industries culturelles et créatives pour comprendre les enjeux et le potentiel d'un secteur en pleine effervescence. Cinéma, musique, design ou encore patrimoine, la création est un véritable levier économique pour le territoire. Les détails devant la caméra de Dorian Cayuela. Associé à une initiative portée par la FAIAM, c'est la Fédération des acteurs de l'image animée. Donc jeux vidéo, dessins animés, images, contenu immersif. En fait, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt qui consistait à mettre en place une étude pour évaluer le potentiel de la Martinique à développer un pôle d'industrie culturelle et créative. Donc l'industrie culturelle et créative, c'est en fait tous les piliers de la culture, que sont les arts audiovisuels, évidemment le dessin animé, mais également le cinéma, mais c'est également la mode, la presse, etc. Donc tout ce qui constitue la culture. Et comme le nom l'indique, l'industrie, c'est la capacité à générer de la valeur, à générer de l'emploi, à générer du chiffre d'affaires grâce à ces secteurs-là. Et donc l'idée, c'est de savoir si la Martinique, qui est un poids culturel à la fois dans la Caraïbe, mais au niveau mondial, par nos musiques, par nos écrits, par nos chants, etc., peut demain devenir une locomotive ou en tout cas vivre en partie de la culture. Le développement organise donc la restitution de l'étude qu'on a menée conjointement avec la FAIAM et l'ensemble des acteurs des ICC de la filière, de manière à justement permettre aux acteurs de découvrir les chiffres en fait, qui en sont ressortis.
Comment ils sont positifs? Ils sont plutôt positifs. Alors la restitution est en cours, voilà, mais de ce qu'on a déjà entendu, effectivement, le secteur est dans un dynamisme. Les industries culturelles et créatives en fait englobent beaucoup de secteurs, y compris les médias, la télévision, la radio, la littérature, pour ne citer que ceux-là, mais aussi des secteurs innovants comme l'animation, le spectacle vivant aussi, qui est plus traditionnel, et puis le jeu vidéo, etc., etc. Donc la musique. Et culture, toujours, le tambour fait partie du paysage culturel martiniquais. Il résonne dans les rues, sur les scènes et raconte une histoire, une identité. Ce soir, nous prenons le temps de rencontrer l'un de ceux qui font vibrer cet instrument. Boris Renadelaïd, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien. On vous reçoit, vous êtes percussionniste, également artiste. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas forcément? Je suis Boris Renadelaïd, percussionniste, artiste, performeur, mais ma spécialité effectivement c'est le tambour-belay. Donc voilà, et je suis martiniquais. Vous avez une vraie passion pour le tambour-belay. Comment vous est venue cette passion justement? Ça a commencé dans un ex traditionnel. À 8 ans, j'ai fait ma première soirée belay et ça m'a vraiment appelé. Donc je suis rentré chez moi, j'ai voulu tout de suite essayer de refaire ce fameux jeu avec le talon et faire s'asseoir sur le tambour. Et c'est petit à petit, en ayant pratiqué avec différentes associations, la M4, l'IFAS et Change Jean-Baptiste, que je me suis professionnalisé pour savoir vraiment comment jouer le tambour-belay en fait. Est-ce que vous en jouez souvent? Très très régulièrement, oui. Dans tous les shows, je répète avec tout le temps, dans plein de projets, oui. Ah, oui. Écoutez, je vous propose qu'on regarde un extrait pour voir comment vous jouez, justement. Carrément. On l'a vu, vous maîtrisez aussi d'autres instruments, vous aimez un peu tous les types de musique. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le tambour-belay, on peut l'apprendre rapidement ou ça nécessite beaucoup plus de temps? Alors, le tambour-belay, pour moi, c'est un instrument qui est comme tous les autres instruments. En fait, il y a la voix classique et il y a la voix de l'excellence. Et en fait, en vrai, ce tambour, comme tous les autres instruments, comme le piano, c'est comme si on demande est-ce que c'est difficile de jouer au piano. Il y a des automatismes à mettre en place. Et comme tous les instruments, il y a plein d'heures de travail pour justement réussir à avoir une bonne qualité de son, à à ce que les sons sortent bien, en fait. Mais comme tout instrument, c'est pas plus compliqué qu'un autre instrument, non. Qu'est-ce que ça raconte quand vous jouez quand vous faites du tambour, en fait, tout simplement? Alors, ça raconte différentes histoires. Le tambour-belay, pour moi, a la chance d'avoir la spécialité d'être universel, c'est-à-dire que ce sont des vibrations. Donc finalement, selon ce qu'on va jouer, ça va résonner chez des gens d'une certaine manière, avec leur expérience, et d'autres. Par exemple, parfois, quand je joue de manière très très rapide, pour certaines personnes, ça va faire des images spécifiques. Donc finalement, c'est une histoire l'improvisation est une histoire, et le tambour-belay aujourd'hui, que la manière dont je le joue, j'essaie de raconter des histoires à chaque fois pour que les gens puissent être touchés par soit l'énergie, soit la douceur, soit voilà. Vous êtes aussi souvent au contact du public. On vous a vu en Martinique, on vous a vu dans l'Hexagone, mais aussi au Brésil. Pourquoi c'est important pour vous de faire voyager le tambour-belay? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon identité. Je suis martiniquais et en fait, en vrai, dans l'univers musical général, ma spécialité, ma différence est ma force. Et du coup, même quand je joue, parce que je joue aussi d'autres percussions comme le chimbao et des congas, même quand je joue ces instruments-là, il faut qu'on sache que c'est un martiniquais qui est en train de jouer. Et ça passera même par un taco, ta, taco, ta. Mais vraiment, finalement, exporter qui je suis, c'est finalement ce qu'il y a de plus facile puisque je puise en moi et en nos racines, justement, martiniquaises et africaines. Ce vendredi, vous êtes à la rue Colorée. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, ils pourront venir vous voir, vous écouter. À quoi doit-on s'attendre, justement?
Ce qu'on va s'attendre vendredi, c'est une performance avec justement les MPC, le côté électronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai samplé plein de voix et c'est une performance. Je vais créer de la musique en direct. Donc prendre des voix de T. Emile, mélanger avec de l'afrobeat, de la house, de l'électro, dancehall, enfin plein de genres de musique. Et en fait, avec une percussion qui n'est pas le tambour-ballet, qui est le chimbao, qui est un instrument un peu plus aigu. Et en fait, c'est une longue performance de 1h30 à 20h. Et effectivement, c'est un voyage musical, vraiment. On va passer de musique américaine à musique de Cap-Vert, Haïti, Congo. Enfin, c'est vraiment un long voyage musical qu'on va pouvoir assister et danser. Vous serez aussi au Vauclin le 24 janvier pour le festival Abadidjou en tambour-belay, c'est bien ça? Exactement. Et justement, ce projet-là, c'est un projet qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, le but, c'est pas forcément de faire danser les gens, c'est vraiment l'axe artistique. C'est utiliser le tambour-belay avec une danseuse qui s'appelle Naïcha. Et elle va danser et ce sera vraiment mettre de manière sonore ce qu'elle va faire de manière visuelle. Donc c'est raconter une histoire à travers ses mouvements et justement avec le tambour chercher toutes les sonorités de la basse, là, vraiment chercher toutes les sensations possibles qu'on peut ressentir avec les vibrations du tambour-belay. Vous l'avez dit, vous adaptez le tambour-belay à la musique aussi actuelle, comme l'afrobeat, etc. Est-ce que la transmission, c'est aussi quelque chose d'important pour vous? Vous donnez aussi des cours? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère que tout ce que j'ai appris avec toutes mes années d'expérience, qu'il c'est important aussi de le transmettre, de voir les astuces, par exemple la manière de taper, la manière de monter le talon sur la peau. Effectivement, je transmets aussi beaucoup avec des cours, des stages réguliers et aussi des cours particuliers. Après cet échange, je propose qu'on vous écoute à l'œuvre. Avec plaisir. Je vous en prie. Bien, Boris, Reine Adélaïde, merci. Plaisir. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on pourra vous retrouver ce vendredi à la rue Colorée. À la rue Colorée. Merci beaucoup. En volleyball masculin, on jouait le week-end dernier la 10e journée du championnat. Une reprise en fanfare pour le MUC qui a disposé de Timples sur le score de 3-7-0 et reste au contact du leader du championnat, le RC Rivière-Pilote. Récit du match avec Caril Chassol et Marc Michel. À domicile, Timples montre de belles choses en début de rencontre et parvient à contenir son adversaire. Mais cela ne dure pas bien longtemps. Progressivement, le MUC prend le jeu à son compte et se détache. Les Chalchérois s'offrent le premier set 25-19. Le second est à l'image du précédent avec une formation de Timples qui fait de la résistance et parvient à rester au contact des universitaires. Mais là encore, ces derniers prennent l'avantage et même si les protégés de Vanessa Bélisaire recallent, ce n'est que feu de paille. Le MUC s'adjuge ce second set sur le même score, 25-19. Et le troisième set n'est qu'une formalité pour les universitaires. Dès l'entame, ils font la course en tête et maintiennent leur adversaire à distance. Le MUC s'impose 25-15 et 3-7-0. Timples, c'est une équipe de jeunes qui progressent régulièrement, ils font un bon travail. Donc c'est un match qu'on a pris au sérieux. On voulait attaquer avec le bon bout, avec beaucoup d'agressivité, sachant qu'il nous manque quasiment la moitié de l'équipe qui tourne d'habitude.
Mais je tiens à féliciter le Team Pulse et l'équipe de Team Pulse, c'est notre équipe, puisqu'on a fait un match sérieux aujourd'hui, concentré, dans la bonne humeur, mais aussi dans l'objectif final qui est la gagne. Donc un beau match à voir aujourd'hui là, malgré le 3-0 qui est peut-être sévère pour Team Pulse. Mais nous aussi, on a donné une belle prestation. Nous, on apprécie l'adversité. Au contraire, c'est ce qu'on demande pour que nos joueurs puissent progresser. Maintenant, il nous a manqué de l'application et du sérieux. Et puis, il faut se dire que les gars, bon, c'est notre match retour. Donc, les gars avaient une envie de gagner le match retour, le premier match retour. Et donc, du coup, ils se sont mis un petit peu la pression. Donc, après, c'est une jeune équipe, hein, il faut qu'ils travaillent encore là-dessus. Et puis, sur les préparations de match aussi, on a fort à faire. Et moi, je reste confiante. 2 autres rencontres qui étaient au programme. Le RC Rivière-Pilote a battu sur le même score le Rayon et victoire de l'Empire 3-2 face à l'Espoir. Au classement, le RC Rivière-Pilote est leader en compagnie du MUC. Le RC Arlésien est 3e à 2 points des co-leaders. Le Rayon est au pied du podium à 6 longueurs des leaders. Chez les femmes, dans le cadre de la 9e journée du championnat dans le groupe A, le match entre le VB Pilotin et l'Empire a été reporté à une date ultérieure. Dans le groupe B, hier soir, en match en retard de la 7e journée, le RC Arlésien a battu l'Espoir 3-7-1. Et le week-end dernier, dans le cadre de la 9e journée, l'entente FEP Montérégie-Éclair a disposé de la JS franciscaine 3-0. Même score pour le RCA face à l'Aiglon et l'Espoir est venu à bout du CT-PVB 3-7-0. Au classement, l'entente FEP Montérégie-Éclair est leader avec 1 point d'avance sur le RCA et 5 sur l'Espoir. Le CT-PVB est au pied du podium. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au niveau de Blandin, au Lamentin de 8h à 13h30 ou à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 10h30 à 17h. Pour finir, un rappel des principaux titres de ce soir. En Martinique, la sécheresse commence à se faire sentir et Odyssey a déclenché son plan sécheresse pour préserver la ressource et assurer la continuité du service. À l'international, en Iran, la répression des manifestations se poursuit malgré le blackout avec un bilan dramatique, au moins 3400 morts et plus de 10 000 blessés selon une ONG. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une très belle soirée sur ATV.